des profondeurs, confrontés régulièrement à un effectif pléthorique d'élèves et d'étudiants, un matériel didactique insuffisant et un traitement salarial disproportionné à la hauteur des sacrifices qu'ils consentent jour et nuit pour encadrer nos filles et fils. J'ai vu l'endurance du jeune étudiant, le visage vide d'espoir du jeune diplômé à la recherche de l'emploi pour enfin prendre le relais de ses parents qui ont tant investi pour sa réussite. J'ai également vu le stress permanent du retraité face à la difficulté de survie avec une modique pension de retraite. J'ai vu de mes propres yeux des habitants de Kédougou, Sabadola, Diogo, Darou, Mako, Matam, Falémé, etc., privés du minimum social, les plongeant dans une pauvreté aussi extrême et provoquée par un système de gouvernance peu soucieux de l'équité territoriale, alors qu'ils sont partout où ils sont pourtant très riches au sous-sol. Nous avons, entre autres, de l'or, du zircon, du phosphate, du sable, du calcaire. Nous avons la mer et le soleil, le vent, mais aucune de ces richesses ne nous profite correctement. Nous sommes aujourd'hui témoins de la précarité de nos pêcheurs. Ils sont 600 000 à être privés de leur activité, de revenus, parce que les seules ressources dont ils disposent ont été vendues par l'État du Sénégal à des étrangers via un système d'octroi de licences de pêche, pillant toutes nos ressources halieutiques et faisant que nous avons plus d'étrangers dans nos eaux que de pêcheurs locaux originaires de Gendar, de Kayar, de Mbour ou de Kafountine. J'ai été au contact des Sénégalais de la diaspora et j'ai vu les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment le renouvellement de leur titre de séjour, l'obtention de papiers administratifs, leur régularisation et surtout le respect qu'ils méritent en territoire étranger. Nous avons tous assisté avec désarroi au scénario triste du phénomène Barça-Wala-Barsaq qui malheureusement se poursuit avec de valeureux jeunes qui perdent la vie, soit en mer ou dans le désert du Sahara à la recherche de l'Eldorado, loin de chez eux. Le sentiment d'insécurité est ambiant. La tension sociale a son comble avec le pouvoir d'achat des ménages qui de plus en plus est faible et frêle. Aujourd'hui, les produits alimentaires ont augmenté de 19,9%, alors que ces denrées représentent le premier poste de dépense du Sénégalais lambda, soit 53,4% de son revenu, puis vient le logement qui est le deuxième poste de dépense des ménages. Ces alarmantes statistiques dont nous enseignent que le Sénégalais de 2023 investit moins dans l'éducation, 1,4% de son revenu, car plus de la moitié de ce revenu est alloué à la consommation, laissant peu de place aux autres postes, et ce n'est point de sa faute. Le niveau d'inflation est insoutenable et asphyxie davantage les citoyens sénégalais. Le taux d'inflation moyen annuel est ressorti à 9,7% au Sénégal en 2022, alors qu'il est estimé à 7,5% dans la zone UEMOA, pendant que la norme communautaire est fixée à 3%. Et pourtant, nous avons des milliers d'hectares à notre disposition qui nous sont dotés par la nature. Et ces surfaces pouvaient aujourd'hui nous permettre d'avoir une souveraineté alimentaire et d'être moins dépendants de l'agriculteur étranger pour nourrir le Sénégalais. Chers compatriotes, je vous rappelle que nous disposons
de 240 000 hectares au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, de 25 000 hectares au niveau de la vallée de l'Anambé et de 150 000 hectares arables sur le reste du pays. Nous avons une riche et assez abondante aquifère, du soleil, une jeunesse valeureuse et déterminée. Mais malgré tout ceci, aujourd'hui, nous continuons à être dépendants de l'extérieur avec une importation moyenne de denrées de première nécessité, dont le riz à hauteur de 1 million de tonnes par an. Mes chers compatriotes, depuis 2012, malgré la cartographie triste et non moins satisfaisante du Sénégal sur le plan socio-économique, la seule volonté nettement affichée du régime actuel et qui lui tient plus à cœur que tout, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Nous avons tous assisté à la chasse aux opposants, à l'interdiction non fondée de manifestations pacifiques avec son lot d'arrestations injustifiées, au torpillage tous azimuts de la Constitution, de ses principes les plus élémentaires, à la liquidation d'adversaires politiques par des dossiers judiciaires, à l'emprisonnement de journalistes, à l'effondrement des valeurs morales dans la politique, à la promotion de l'impunité et de la malgouvernance. Nous avons vu et entendu un président qui n'use de son coude qu'à le mettre sur les dossiers et rapports des corps de contrôle qui mettent à nu des malversations financières de ses partisans politiques. Une telle orientation, renforcée par les velléités de troisième candidature, ne peut que nous exposer à des dérives très préjudiciables à la stabilité du pays et à la cohésion nationale. Parallèlement, les enjeux et défis sont encore immenses que jamais. Le Sénégal s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Les bonnes nouvelles de l'exploitation future du pétrole et du gaz, les opportunités du digital et du numérique, la crypto-monnaie, mais aussi la menace du terrorisme, le changement climatique, les dynamiques géopolitiques mondiales, les risques d'implosion d'une bombe sociale, etc. Face à ces profondes mutations, il requiert une mobilisation de tous pour faire face aux chocs exogènes et en même temps tirer large avantage de nos opportunités, atouts et potentiels. Mes chers compatriotes, croyez-moi tout de même, la solution existe. Cela dépend de notre commune volonté de changement. Dans exactement 12 mois,